En 2016 sortait au cinéma le film Franz du réalisateur François Ozon. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de ce film et pour cela, nous devons nous rendre en septembre 1921. Pour rappel, dans ce format de vidéo, je pars du principe que vous avez déjà vu le film et donc je vous le spoil. En septembre 1921 paraît le livre L'homme que j'ai tué, écrit par Maurice Rostand, qui n'est autre que l'un des fils du très célèbre auteur Edmond Rostand, créateur du personnage encore plus connu de Cyrano de Bergerac. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Né en 1891, Maurice Rostand va très vite être attiré par l'écriture, malgré la difficulté de grandir dans l'ombre d'un géant absent. Les deux hommes n'ont jamais vraiment été très proches et le décès de son père en 1918 va être très mal vécu par Maurice Rostand. Cet événement va marquer un très grand changement dans l'œuvre de l'auteur, ses textes vont devenir beaucoup plus douloureux, graves et se tourner vers la mort. Et ironie du sort, c'est précisément avec ces textes-là qu'il va rencontrer le succès. Le cercueil de cristal, Le pilori, L'homme que j'ai tué ou encore La gloire, dernière pièce commandée et jouée par Sarah Bernhardt, Maurice Rostand va regretter toute sa vie que son talent ne soit révélé au grand public qu'après le décès de son père. Et il en fera d'ailleurs un poème. C'est au fond de ton cœur que je voulais peut-être, être grand, être beau, mériter ton regard. Tout ce que l'on obtient n'a plus de raison d'être, mieux vaut jamais que tard. Que m'importe de moi ce que d'autres vont croire, que m'importe un instant qui trop tard est venu, que m'importe un succès, que m'importe la gloire, tu ne m'as pas connu. L'homme que j'ai tué raconte donc l'histoire d'un soldat français qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, décide de partir en Allemagne pour rencontrer la famille de ce jeune soldat allemand qu'il a, comme le titre l'indique, tué pendant la guerre. Pas de suspense pour le lecteur, nous savons ce qu'il en est, et nous allons suivre toute l'histoire à travers le regard du soldat français. En 1930, suite au succès de ce roman, Maurice Rostand décide de l'adapter en pièce de théâtre et va même lui écrire une suite en 1931, L'homme que j'ai fait naître. Sa pièce, tout comme son roman, est un immense succès en France, à l'international et surtout en Allemagne. Et c'est justement un réalisateur allemand qui va choisir quelques années plus tard d'adapter cette œuvre au cinéma. Alors certes, Ernst Lubitsch est considéré comme un réalisateur américain, puisque c'est la nationalité qu'il va obtenir lorsque le régime nazi va lui retirer sa nationalité allemande. C'est quelque chose qui va arriver à beaucoup de réalisateurs allemands dans les années 30. Mais je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur la vie folle de ce réalisateur, sa vie, comme cette période de l'histoire, mérite bien plus que 2 minutes dans une seule vidéo. En 1932, Lubitsch adapte donc cette histoire sur grand écran dans le film Broken Lullaby. Bien plus habitué aux comédies, ce film, un drame pacifiste, est une véritable rareté dans l'œuvre cinématographique du réalisateur. Et c'est aussi l'un de ses plus gros échecs commerciaux. Cette très belle adaptation respecte presque parfaitement l'œuvre d'origine, et l'on suit donc l'histoire à travers le regard du soldat français, avec une conviction, la guerre est terminée, vainqueurs et vaincus peuvent faire la paix. Where are you from? Paris. Frenchman? Yes. Et il faudra finalement attendre plus de 80 ans avant que cette histoire soit de nouveau mise en avant, cette fois-ci par un réalisateur français, François Ozon. Sie sind nicht von hier. Nein. Woher kommen Sie? Aus Paris. Franzose. Ja. Es tut mir leid, aber ich kann Sie nicht behandeln. Le réalisateur en a conscience, passer après Lubitsch n'est pas si facile, et il va décider d'apporter une première modification à l'histoire. Dans son film, nous suivrons l'histoire à travers le regard de la jeune fiancée allemande. Et lorsqu'on se penche sur la filmographie du réalisateur, c'est un choix pas si étonnant, puisqu'il aime créer de très beaux rôles pour ses personnages féminins. Mais du coup, le spectateur ne connaît pas dès le départ le véritable lien entre les deux soldats. L'homme que j'ai tué ne peut donc pas rester le titre. Ce sera finalement Franz, le prénom du jeune soldat allemand décédé. Mais Franz avec un T. Quand le réalisateur envoie son scénario aux producteurs allemands, ils vont lui répondre qu'il est très bien, mais que, attention, il y a une faute sur Franz qui s'écrit sans T. Il va donc le gommer de tout le scénario et leur renvoyer. Cette fois-ci, les producteurs vont répondre « Mais où est passé le T ?» Parce qu'en effet,
C'était mignon pour eux et ça donnait un côté un peu français. Autre très grande différence avec Broken Lullaby, le film sera en multilangue et non pas uniquement en anglais. Le film a beau être réalisé par quelqu'un d'origine allemande, il est une production 100% américaine. Ça se passe en France, ça se passe en Allemagne, pas de souci, il parle anglais. Ça se passe en Chine, ça va, il parle anglais aussi. Pour interpréter Anna, c'est l'actrice Paula Beer qui est choisie, et Franz est son premier rôle hors Allemagne, et il lui vaudra d'être nommé au César dans la catégorie meilleur jeune espoir féminin. Adrien, le soldat français, est interprété par Pierre Ninet, qui va rencontrer beaucoup de défis. Il ne sait pas danser la valse, il ne joue pas de violon, et il ne sait pas parler allemand. Mais vous apprenez quoi à la comédie française ? 3 points indispensables au rôle qui vont lui demander beaucoup d'heures de travail. Pour la prononciation des textes en allemand, il va pouvoir compter sur sa partenaire à l'écran qui, avant le tournage, va lui envoyer tous ses dialogues enregistrés afin qu'il puisse les écouter et les répéter. Dès la sortie du film, beaucoup de personnes vont louer le choix du noir et blanc. Et pourtant, ce n'était pas un choix voulu par le réalisateur. Dès le repérage, il se rend compte qu'il va devoir tourner le film en noir et blanc. Il est en effet beaucoup trop compliqué, mais surtout beaucoup trop cher, de réussir à retranscrire à l'image les couleurs de l'époque. Mais comme il a tout de même une préférence pour la couleur, il va choisir de l'intégrer par petites touches. L'obligation du noir et blanc et les ajouts de la couleur sont pour moi la meilleure chose qui pouvait arriver à ce film. En plus de nous plonger rapidement dans l'époque d'après-guerre, ce très beau noir et blanc représente d'une manière très douce la mélancolie et la tristesse des personnages. Les bascules vers la couleur mettent en avant, cette fois-ci d'une manière très poétique, les moments où Anna aperçoit de l'espoir et du bonheur qui malheureusement ne restent jamais bien longtemps. Le réalisateur va également décider de filmer en 35 mm afin de donner un grain particulier à son image. C'est quelque chose qu'il a déjà fait dans le film Angèle et qu'il fera après dans le film Été 85. Comme dans Broken Lullaby, arrive un moment où le secret du jeune soldat français est révélé à la jeune allemande. Mais si dans Broken Lullaby cet événement arrive juste avant le happy end, dans Franz, il arrive au bout d'1 heure de film. 1 heure sur 2. Par contre, dans Broken Lullaby, le soldat français a un peu été séquestré quand même. Maurice Rostand et Ernst Lubitsch racontent cette histoire avant la Seconde Guerre mondiale, à une époque où ils ont besoin de dire que la guerre est terminée et que l'on peut tous être amis. François Ozon, lui, a le regard de quelqu'un qui a conscience que malheureusement, cette amitié n'est pas pour tout de suite. Il va donc décider d'apporter sa plus grosse modification et d'ajouter toute une partie à l'histoire, changeant ainsi totalement la fin. Si la première partie nous offre le regard des vaincus sur l'ennemi, la seconde, en écho, nous montre elle le regard des vainqueurs sur l'ennemi, le moment où Anna, allemande, arrive en France. Vaterland, magst ruhig sein, es steht und treu die Wacht am Rhein, die viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens. Dans cette moitié du film, on voit Anna avancer, grandir malgré son deuil et s'émanciper. Et pourtant, il y a beaucoup moins de passages à la couleur sur cette seconde moitié de film, où Anna en découvre plus sur son fiancé décédé, mais également sur Adrien. Ozon prend donc le parti de libérer Anna de ses fantômes, quand, à l'inverse, on découvre que Adrien, lui, ne pourra jamais vivre sans Franz. Ce n'est pas moi qui demande votre fils, madame. C'est Franz. Franz est une très belle libre adaptation qui est pour moi beaucoup plus réaliste que la version précédente. La photographie, les acteurs sont magnifiques et le film aura pas moins de 11 nominations au César. Malheureusement, il ne remportera que le César de la meilleure photographie.
amplement mérité, mais tellement insuffisant. Paul Habert et Pierre Ninet auraient largement mérité de recevoir le César cette année-là, tout comme celui du meilleur film ou du meilleur réalisateur. Malheureusement, François Ozon fait partie de ces réalisateurs très souvent appelés, mais jamais récompensés, puisqu'à ce jour, il n'a jamais remporté d'Oscar du meilleur film ou du meilleur réalisateur. Rendez-vous vendredi soir pour voir si un autre de ses très beaux films, Été 85, va enfin lui en apporter un. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée cinéma et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.